tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour vous faire un cours de biologie cellulaire. Donc le cours va se diviser en trois parties. Premièrement la communication cellulaire, ensuite la transduction du message pour enfin voir les modifications post-traductionnelles. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et surtout va vous aider à comprendre des notions qui sont parfois assez complexes. Alors tout d'abord, il faut savoir que chaque cellule reçoit des signaux, mais chacune répond différemment. Ces signaux peuvent être des signaux de prolifération, qui vont entraîner la division cellulaire, comme par exemple les facteurs de croissance. Ils peuvent être des signaux de différenciation, qui vont engendrer la différenciation cellulaire. Ou ils peuvent être des signaux de survie et de mort, qui vont engendrer soit l'apoptose, soit la survie des cellules. Ces signaux déclenchent un changement de phénotype. Mais comment ces signaux sont-ils régulés? Les régulations de ces signaux peuvent être au niveau de la réception, au niveau du récepteur, soit au niveau de la transmission, soit au niveau de la réponse intracellulaire. Il va y avoir différents types de communication cellulaire qui vont soit être par contact direct entre deux cellules plasmiques adjacentes, soit être paracrine, c'est-à-dire avec une cellule cible mais une communication proche, soit être endocrine, donc là ça va être une communication éloignée à distance avec un passage dans la circulation sanguine, et il peut aussi y avoir des communications synaptiques avec des fentes synaptiques et des neurotransmetteurs entre cellules nerveuses. Pour ce qui est des récepteurs, nous allons avoir deux grands types de récepteurs. Soit les récepteurs de surface, qui vont reconnaître des molécules hydrophiles de signalisation, comme des protéines hydrophiles, facteurs de croissance, peptides, glucocorticoïdes. Et on va avoir des récepteurs intracellulaires ou nucléaires, qui eux vont reconnaître dans la cellule elle-même des molécules hydrophobes. Parmi les récepteurs de surface, on va en avoir de nombreux différents. Donc je vais vous en donner quelques exemples. On va avoir les récepteurs ioniques chimiodépendants, comme par exemple le récepteur à l'acétylcholine, qui est de type synaptique. On va aussi avoir des récepteurs enzymatiques. Ce sont des récepteurs qui possèdent une activité enzymatique ou qui sont couplés à une enzyme, activés grâce à l'association du ligand qui conduit à un changement de conformation. Donc pour l'exemple à connaître en licence, on va avoir les récepteurs RTK, soit les récepteurs tyrosine kinase qui vont être très importants à connaître par cœur au niveau du fonctionnement. Donc le fonctionnement, en premier lieu, il va y avoir liaison avec deux ligands sur deux récepteurs, par exemple des hormones de croissance. Ensuite, on va avoir les deux complexes ligands-récepteurs qui vont se dimériser et se phosphoryler, soit s'autophosphoryler. Et ensuite, on va avoir à l'intérieur de la cellule des protéines de réponse qui vont se fixer sur la phosphotyrosine, soit dite en passant la tyrosine phosphorylée du récepteur, qui, à son tour, phosphoryle d'autres protéines de réponse. Donc, pour faire le bilan général, il faut un ligand, qui est le signal, comme un exemple, les facteurs de croissance. Ensuite, on va avoir association de deux ligands avec deux récepteurs, puis dimérisation et autophosphorylation des deux complexes ligand-récepteur au niveau du domaine kinasique du récepteur intracellulaire. Et ensuite, on va avoir la phosphotyrosine qui va être reconnue par des protéines de réponse qui vont être activées par phosphorylation et qui vont être responsables à leur tour de la transduction du message intracellulaire. Donc un autre type de récepteur de surface qui va être un des b.a.-ba de la biologie cellulaire, que ce soit en licence, en master ou dans des études supérieures, ça va être les récepteurs couplés à une protéine G. Donc pour ce qui est du principe, on va avoir la protéine G qui va assurer un lien entre le récepteur du signal et une protéine effectrice intracellulaire. En quelque sorte, ça va être un interrupteur manipulé par le récepteur. Pour ce qui est de l'exemple à connaître, ça va être le récepteur à 7 domaines transmembranaires, soit dit R7TM. Ça va être, comme tout à l'heure, un récepteur à activité tyrosine kinase. Donc le fonctionnement va être un peu semblable, donc je vais vous le résumer. Première étape, toujours liaison du ligand au récepteur. Pour ensuite, deuxième étape, la protéine G intracellulaire qui va être à 3 domaines, donc on le verra après, alpha, bêta, gamma,
qui va être associée au GDP. Donc à ce moment-là, elle va être inactive et elle va devenir active grâce à l'association du récepteur avec le ligand qui va créer un changement de conformation intracellulaire menant à l'activation de la protéine G qui va s'associer au GTP. Troisième étape, la sous-unité alpha de la protéine G va s'associer avec des protéines effectrices transmembranaires qui vont être à leur tour phosphorylées et qui vont pouvoir traduire le message. On arrive maintenant à la transduction du message. Donc les réponses cellulaires aux signaux externes vont être de réponses lentes ou de réponses rapides. Donc pour ce qui est des réponses lentes, il va y en avoir pas mal. On va avoir la régulation de la transcription ou de la traduction qui vont être régulées par des initiations de la transcription avec des facteurs de transcription s'associant au niveau du promoteur pour l'activation ou la répression d'un gène, comme par exemple les cas des hormones thyroïdes qui vont diffuser à travers la bicouche lipidique puisque ce sont des molécules hydrophobes qui vont s'associer avec un récepteur dans le cytoplasme pour ensuite passer dans le noyau. Donc le complexe hormone-récepteur passe dans le noyau où le facteur activateur de la transcription de certains gènes va pouvoir devenir effecteur. Après, on va avoir aussi la régulation de la maturation de l'ARN messager. Un exemple, splicing alternatif, où les exons vont être enlevés de l'ARN ou vont être gardés. On va aussi avoir la régulation de la stabilité de l'ARN messager, donc par polyadénylation par exemple, qui permet d'avoir une queue poly-A qui va être très longue et qui va être la conséquence d'un ARN messager plus stable et donc moins dégradé et plus traduit. Donc une autre modification post-traductionnelle à réponse lente, ça va être l'ubiquitination qui va envoyer à la dégradation de la molécule. Je ferai une vidéo juste à ce propos parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, de fondamental en biologie cellulaire qui mérite d'avoir une vidéo à elle-même. Donc on arrive maintenant aux réponses rapides. Donc pour ce qui est des réponses rapides, on va avoir par exemple le clivage interne qui va modifier la qualité de la protéine, alors que tout à l'heure on voulait modifier la quantité de la protéine. Donc attention, le clivage n'est pas une dégradation. On va avoir comme exemple les capsases, qui vont être des protéases ou des enzymes protéolytiques. Donc le mécanisme du clivage, on va avoir une capsase qui va avoir une forme inactive ou proforme, qui va être entière, et une forme active qui va être coupée en deux. Donc au niveau du mécanisme, ça va avoir d'abord une dimérisation et un transclivage des capsases qui, lors de l'enclenchement de l'apoptose, qui va mener aux formes actives des capsases qui vont permettre le clivage d'autres capsases ou de protéines. Toujours dans les réponses rapides, on va avoir les dissociations activatrices. Donc un exemple, ça va être l'exemple des protéines kinases AMPC dépendantes. Elles vont se dissocier grâce à l'arrivée de 4 AMPC et qui vont provoquer une phosphorylation. Donc pour finir avec les réponses rapides, on va aussi avoir l'association de deux protéines qui va être activatrice, comme par exemple la CDK et la cycline, dont je ferai une autre vidéo parce que ça va être vraiment aussi un b.a.-ba au niveau du cycle cellulaire. Et ensuite, réponse rapide, on va avoir les liaisons covalentes de certains groupements. Donc là, la phosphorylation, le truc le plus basique et intemporel, qui va être catalysé par des kinases. Donc ce qu'il faut savoir de la phosphorylation, c'est que c'est un phénomène réversible. Il va toujours y avoir une phosphatase qui va pouvoir faire la déphosphorylation juste à côté. Tous les acides aminés ne sont pas phosphorylables. Il va y avoir que la sérine, la thréonine et la tyrosine. Pour empêcher la phosphorylation, on peut avoir des mutations ponctuelles par changement d'acide aminé qui souvent va être l'alanine. La conséquence des phosphorylations sur l'activité de l'enzyme, ça va avoir un changement de conformation et un impact sur les sites actifs. Comme par exemple, le récepteur à l'insuline avec une tyrosine qui va être phosphorylée, ça va mener à un changement de conformation considérable du site actif qui ne va plus pouvoir lier l'ATP et qui va phosphoryler à son tour des protéines de réponse à l'insuline, etc. Donc, en résumé, les conséquences de la phosphorylation, ça va être un changement structural de conformation,
un changement de l'activité, de la localisation de la protéine qui va peut-être mener à l'apoptose ou à la dégradation. Comment les phosphorylations sont-elles possibles? Elles sont possibles parce que les phosphatases sont chargées négativement. D'autres liaisons covalentes vont être les méthylations, les acétylations et les sumoylations, par exemple des protéines histones qui vont mener à une compaction différente de l'ADN. Pour ce qui est de l'acétylation, un autre exemple, la GTPase avec une petite protéine RAS qui va être une protéine G, ancrée dans sa membrane qui intervient dans les voies de signalisation en aval des facteurs de croissance. Donc l'activation va se faire par un récepteur à activiser tyrosine kinase, comme nous l'avons vu précédemment, ayant besoin d'un ligand, donc liaison à la membrane par une queue lipidique constituée d'isoprénoïdes et d'acides gras insaturés pour activer la prolifération. Le but ultime des réponses que nous venons de voir, ce sont des modifications de la machinerie cytoplasmique puis du comportement cellulaire. On passe maintenant à la modification de la quantité relative concentration d'une protéine par régulation de la localisation grâce à des séquences signatures. Il va y avoir une modification de l'adressage d'une protéine qui s'oriente vers un site d'action pour conserver les propriétés du compartiment. On va avoir l'importation dans le réticulum endoplasmique, ou peroxysome, ou dans la mitochondrie. On peut avoir aussi la rétention dans le réticulum endoplasmique, ou une importation nucléaire. Donc là, un exemple fondamental d'importation nucléaire, la séquence de localisation nucléaire qui va s'appeler NLS, qui va être la séquence signature qui vont être sur les protéines et qui vont mener à l'importation de la protéine dans le noyau. Donc pour ce faire, il va falloir 3 choses. Une protéine cargo avec une séquence NLS, une importine et une protéine GRAN. La clé du mécanisme, c'est que dans le cytoplasme, on va avoir plus de RAN GDP, donc sous forme inactive, alors que dans le noyau, on va avoir du RAN associé avec du GTP sous forme active. Donc au niveau du mécanisme, on va avoir l'importine cytoplasmique qui a une grande affinité avec la protéine cargo qu'elle reconnaît spécifiquement par l'intermédiaire de la séquence NLS portée par la protéine cargo. Ensuite, l'importine nucléaire montre une affinité plus importante pour le RAN GTP que pour la protéine cargo qui va mener à un changement de conformation de l'importine qui a pour conséquence la libération de la protéine cargo dans le noyau. Une autre possibilité, ça va être l'export nucléaire. Donc ici, un exemple, ça va être avec la séquence signal NES. Donc toujours pareil, il va falloir une protéine cargo, mais cette fois-ci avec une séquence NES. Et là, on va avoir une autre molécule qui va intervenir, qui va s'appeler CRM1, et on va devoir avoir une protéine G-RAN. Donc, toujours pareil, le RAN GTP nucléaire va participer ici à la reconnaissance et à l'association de la molécule CRM1 avec la protéine cargo nucléaire via sa séquence NES, qui va permettre son passage dans le cytoplasme, où il va y avoir relargage de la protéine cargo et de CRM1 qui va ensuite retourner dans le noyau. Donc là, attention, petite question. Quel va être le mécanisme de régulation post-traductionnelle qui va pouvoir engendrer soit l'une soit l'autre des voies si la protéine a les deux séquences NLS et NES? Ça va être la phosphorylation que nous avons vue précédemment. Je vous donne un exemple avec les protéines suppresseurs de tumeurs qui s'appellent aussi P53, qui vont être importés ou exportés selon leur état de phosphorylation. Toujours au niveau de la traduction du message et les activités biochimiques phares, donc là on va avoir le complexe CDK-cycline, avec les associations entre CDK et cycline différentes qui vont mener à l'activation séquentielle ou non d'une des phases du cycle cellulaire. Donc là je ferai une vidéo complète sur cette notion qui est longue et compliquée.